Donc, dernier temps fort de cette matinée, on va s'intéresser aux collaborateurs. La table ronde est intitulée le Digital Workplace, ami ou ennemi de l'expérience utilisateur. On a bien vu tout au long de la matinée l'intérêt pour les directeurs de l'environnement de travail et les exploitants de digitaliser les bâtiments pour suivre les usages, faciliter le reporting, récolter de la donnée. Mais qu'en est-il du collaborateur? Il est lui aussi directement impacté, voire visé par cette digitalisation. Le Digital Workplace favorise-t-il réellement l'expérience utilisateur? On va se poser la question. Dans quel but? Et doit-on pour cela tout digitaliser? Pour répondre à ces questions, je vais demander aux intervenants de me rejoindre sur la scène, s'il vous plaît. Benoît Poron, Dominique Delattre et Cyril Duguet. Alors, autour de cette table ronde, Benoît Poron, directeur du développement du groupe Pénélope, spécialisé dans l'accueil en entreprise. Dominique Delattre-Demetz, directrice de l'environnement de travail de Saint-Gobain, qui travaille actuellement sur une nouvelle tour connectée à la Défense, dans laquelle vous allez bientôt emménager. Et Cyril Duguet, dirigeant fondateur de Convergence, cabinet de conseil en service. Une première question pour commencer, assez simple, avec une information. Selon l'enquête du Club Digital de l'ARCEG, l'enjeu numéro 1 de la digitalisation serait l'amélioration de l'environnement et des services rendus aux collaborateurs. Alors, cette Digital Workplace, cette révolution numérique, répond-elle vraiment aux besoins et aux usages des collaborateurs? Et si oui, comment? Qui se lance? Cyril? Alors, je dirais que oui, et c'est surtout dans les phases de déménagement ou souvent de relocalisation et autres que se pose la question de dire comment j'améliore la vie du collaborateur. Et souvent, ça passe par la réflexion sur l'aménagement. L'aménagement induit tout ce qui va être capteur, etc., ce qu'on a parlé avant, et comment le collaborateur va avoir accès à une facilité de vie. Et donc souvent, on va se poser la question de la plateforme digitale qui va être utilisée justement pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Donc déjà dans sa vie de tous les jours et dans son poste de travail, voire après dans le service qui va être amené autour du poste de travail. Donc je dirais que c'est un enjeu aujourd'hui de réflexion et de mise en place, et on l'a vu sur les gros campus. Alors Dominique avec SFR, moi je me rappelle de la visite qui avait été faite à l'époque et qui était assez phénoménale parce qu'on était vraiment dans le monde digital et on voyait ce qui avait été mis en place. Mais on peut rendre le campus d'Orange ou BTC, nous qu'on accompagne. On a vu que c'était vraiment un sujet de fond dans le cadre du déménagement, un vrai atelier à part entière, d'amener une solution digitale. Concrètement, Dominique, sur ces questions, le Digital Workplace, en quoi il favorise et il améliore le quotidien du collaborateur? Alors, pour moi déjà, le digital est demandé par le collaborateur. Les nouvelles générations aujourd'hui n'imaginent absolument pas rentrer dans un immeuble neuf et continuer à travailler avec des anciennes méthodes, soit du papier ou 50 outils différents sur leur poste de travail. Donc de toute façon, c'est une demande qui monte, qui est demandée par les collaborateurs. Ensuite, effectivement, tu l'as souligné, les investisseurs qui construisent des bâtiments visent des certifications R2S de plus en plus. Donc, de toute façon, pour valoriser le bâtiment aujourd'hui, il faut qu'il soit connecté. La rencontre de ces deux demandes fait qu'au moment où on crée un projet immobilier, on s'interroge sur ce qu'on décide de mettre en digitalisation. Alors, on a vu une multitude d'applications dédiées aux collaborateurs pour trouver une salle de réunion, réserver une salle de réunion, se repérer dans un bâtiment qui est plus ou moins complexe, avoir une information sur l'affluence du restaurant, gérer son porte-monnaie électronique, enfin, j'en passe. On peut faire une liste très importante de l'ensemble de ces services. Ça dépend de la stratégie de l'entreprise et de ce qu'elle veut en faire. Alors oui, ça facilite l'expérience utilisateur puisque à un moment donné, sur un seul outil et un seul device, qui a priori généralement le téléphone portable ou la tablette, il a accès à une application qui lui permet de bénéficier de l'ensemble des services du local, de la tour, enfin, du bâtiment dans lequel il travaille. Donc pour lui, c'est plus simple. Il ne se pose pas de question de savoir où ça se trouve dans l'intranet et on cherche et on fait 25 clics, 3 retours arrière et on finit par appeler le helpdesk parce que de toute façon, on ne l'a pas trouvé. Ou on abandonne, dans le pire des cas. Alors dans le cas de l'environnement de travail, réserver une salle de réunion, nous, on n'est pas directement impacté, si ce n'est qu'on a le droit à l'énervement du collaborateur qui se venge sur un autre sujet. En revanche, si les déclarations d'incidents ou les demandes d'intervention ne sont pas faites régulièrement parce que l'outil n'est pas facile d'accès ou pas facile d'utilisation, ben moi, je ne peux pas travailler. J'allonge mes délais d'intervention et donc je rends un espace de travail qui est moins confortable et qui pénalise le collaborateur dans son côté intuitif du travail, mais aussi le pénalise dans sa capacité à accomplir ses missions. Et donc sa rentabilité pour l'entreprise. Vous parliez aussi de l'ère de la simplification, de l'ère du OK Google.
Alors ça, oui, ça, c'est pas sympa. Parce que le OK Google, c'est l'avenir pour moi de l'application. Effectivement, aujourd'hui, on crée des applications chapeaux qu'on met sur ces fameux devices collaboratifs. On est encore en train de tapoter avec son bout de doigt sur le téléphone. Je pense que c'est déjà complètement dépassé. Moi, j'aimerais que mon application demain réponde à la voix. Alors, ça pose d'autres sujets, hein, y compris sur la cybersécurité. Mais j'aimerais bien qu'elle réponde à la voix pour déclencher un certain nombre d'actions qu'aujourd'hui, je déclenche avec des clics. Voilà. Donc, on essaye de limiter le fameux 2 clics maximum. Bon, ce n'est pas toujours simple parce que dans une application, plus vous mettez d'informations, plus vous mettez de services, plus a priori le collaborateur peut avoir de clics à faire. Donc, ça peut ne pas être toujours compatible. Benoît, sur ces questions, vous êtes plus du coup sur l'accueil, mais vous avez aussi une approche assez digitale sur ce service. Oui, alors c'est vrai que c'est très intéressant. Nous, évidemment, spécialistes de la gestion de l'accueil physique et téléphonique depuis plus de 50 ans. Donc, on est conscient que l'accueil, c'est un point névralgique dans une entreprise, dans un bâtiment. C'est l'un des points stratégiques pour les clients internes, pour les clients externes, un point de convergence. Pour tous ces utilisateurs. Donc, l'accueil, il passe, je dois le dire, avant tout par de l'humain. On va en parler après, je le sais, mais c'est important de rappeler que pour nous, le savoir-être et le savoir-faire, il passe par de l'humain sur ce dispositif clé qui est l'accueil d'une entreprise. Donc, on a toujours investi énormément sur cette notion de formation de nos équipes, de nos 3500 hôtes et hôtesses. Maintenant, le digital, comme vous le disiez Dominique, c'est une réalité. Il y a quelques chiffres. Voilà, en 2020, la majorité des actifs seront nés après 1980. Moi, je suis né juste avant. Mais donc, c'est une réalité. La génération Y, elle est là. Après, l'usage de la technologie, aujourd'hui, la demande de technologie, elle est inhérente, elle est là. Il y a toujours 2-3 chiffres que je trouve assez intéressants. C'est qu'il a fallu 50 ans pour que 50 millions d'utilisateurs utilisent une voiture. Il a fallu 7 ans pour que 50 millions d'utilisateurs se connectent à Internet. Et il a fallu 3 ans pour que 50 millions d'utilisateurs utilisent Facebook. Donc vous avez raison, Dominique, c'est une réalité. Donc je ne veux pas avoir l'air évidemment du prestataire qui reste campé sur de l'humain. Mais voilà, je voulais dire que pour nous, le digital est au service vraiment de l'humain. Et donc oui, on a développé des solutions digitales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on constate vraiment une amélioration de la qualité de service perçu chez nos clients. Et donc on peut, depuis 50 ans, percevoir le avant le digital et après le digital. Et ce que j'aimerais faire, c'était souligner vraiment trois applications qu'on a développées pour aller dans le sens de l'amélioration du service client. C'est pas pour faire de l'infomercial, c'est aussi pour vous donner un retour client sur le bienfait que ça a apporté. La première chose, c'est de mettre en place un produit qu'on appelle Easy Welcome, qui permet en fait, en cas de charge importante au niveau de l'accueil, de pouvoir informer le client interne que son visiteur est arrivé. Et donc de ne pas patienter et d'attendre desk de l'accueil. Ça, on l'a déployé chez des clients dans le domaine de la communication. Et on a, parce qu'on mesure après nous la qualité de service de l'accueil de manière très régulière, on a eu une diminution du temps d'attente de l'ordre de 20 à 25% entre avant et après. Donc là, le digital est évidemment au service du client interne pour améliorer sa satisfaction. Après, il y a un deuxième exemple d'innovation qu'on a mis en place qui ont eu un impact fort, c'est plutôt dans le monde bancaire. Dans des sites excentrés, on a mis en place des bornes pour pouvoir, à distance, communiquer avec nos hôtes et nos hôtesses et pour pouvoir accompagner, faciliter la vie du client dans le bâtiment. Et donc là, on a un exemple aussi d'initiative digitale qui va vraiment dans le sens du service pour le client interne, en gardant l'humain au centre. Et après, donc, il y a un dernier point où le digital nous permet après d'améliorer cette perception de la qualité de service, c'est de mettre en place des flashcodes, vous savez, sur les bornes d'accueil, qui permettent à tout moment aux clients internes et externes d'évaluer la qualité de service. Donc voilà, l'humain reste au cœur de notre activité parce qu'évidemment, l'impact de l'accueil, il passe par de l'humain.
mais le digital a permis de réduire le temps d'attente, d'améliorer la possibilité pour nos clients, pour les clients de nos clients, d'évaluer notre prestation de service et enfin de faciliter sur des sites complexes l'échange d'informations. On entend bien la promesse effectivement de l'expérience utilisateur, mais est-ce que derrière, il n'y a pas aussi surtout la promesse d'économie pour l'entreprise? En connectant, en digitalisant, on va récolter de l'information, de la donnée, qui va permettre d'optimiser et d'ajuster au plus près des usages réels. Est-ce que derrière quand même cette promesse effectivement de l'expérience utilisateur, il n'y a pas cette promesse d'économie? C'est une cascade. Les modifications de comportement et de façon de travailler, je pense au flex office aujourd'hui, nécessitent la mise en place du digital. Donc la recherche d'économie qui est faite sur l'immobilier, en modifiant la façon de travailler, en mutualisant les espaces de travail, en diminuant finalement les surfaces dédiées aux postes de travail ou aux collaborateurs, nécessite de mettre en place des nouveaux outils. Et la digitalisation répond quand même parfaitement à ce besoin d'économie. Donc finalement, oui, c'est une recherche d'économie, mais en cascade. On ne fait pas du digital forcément directement pour de l'économie. Par ailleurs, le digital peut parfois être plus coûteux que le non-digital. Donc c'est très sympa de mettre des capteurs partout, ça coûte très cher. Et en installation, alors quand on a la chance d'avoir un bâtiment neuf, peut-être un peu moins, mais dans le cas contraire, et tout le monde n'a pas la chance de recevoir un bâtiment neuf chaque année, ça coûte très cher en maintenance. Et alors quand ça dysfonctionne, monsieur l'a très bien dit tout à l'heure, quand ça dysfonctionne, on n'a plus rien. Et là, le surcoût en cas de dysfonctionnement peut être 2 fois plus important que si on n'avait pas eu cet outil de digitalisation. Donc oui, dans certains cas, ou en tout cas rapidement, on peut imaginer une économie par la digitalisation. Avec un peu de recul et quelques années, au bout de 5-6 ans, quand on fait un ROI de la solution, on se rend compte que ce n'est pas si économique que ça, c'est avant tout pratique. Alors, si je peux me permettre, je ne mettrais pas la notion économique comme ça, je dirais plutôt, quand se pose le sujet du digital pour amener du service, c'est de se dire qu'est-ce qui est à faible valeur ajoutée de qu'est-ce qui est à forte valeur ajoutée. Et ce qu'on voit, c'est que le digital amène une réponse sur ce qui est à faible valeur ajoutée. Je vais prendre un exemple qui est imagé. Avant, pour réserver une salle, j'appelais Martine Michu, qui tenait un book, qui réservait les salles, etc. Est-ce qu'il y avait une grosse valeur ajoutée? Pas forcément. On l'appelait, c'était très bien, mais aujourd'hui, avec des capteurs, avec plein d'outils, on arrive à réserver une salle sans avoir forcément appel à Martine Michu. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, c'est se poser la question de qu'est-ce qu'amène la plateforme, et peut-être sur des tâches à faible valeur ajoutée où la plateforme va amener un service et va gommer peut-être des zones irritantes parce que Martine Michu n'était pas très polie, n'était pas très agréable quand on l'appelait. La plateforme va répondre à un besoin d'utilisateur rapide, efficace, et donc il va être content. Donc s'il est satisfait, il va être plus productif aussi. Donc oui, ça amène de l'économie, mais d'abord, c'est de dire qu'est-ce que je mets sur ma plateforme. Donc, alors justement, transition parfaite, on voit bien que la tendance est à la digitalisation des services. Or, on a de plus en plus de services au sein des bâtiments. On a un risque, un phénomène d'explosion de ces applications. Est-ce que cette sursollicitation ne risque pas finalement d'être contre-productive et que le digital workplace soit trop complexe à utiliser pour le collaborateur, voire pas utilisé du tout? C'est l'enjeu. Effectivement, quand vous avez une application, un service, c'est simple. Quand tout est digitalisé et que le collaborateur doit utiliser X applications, on revient à l'ancien système si on n'a pas été agile et si on n'a pas pensé expérience utilisateur au moment de la création de cet écosystème numérique. Donc, tout l'enjeu de la réussite du numérique et des applications dans les entreprises, c'est l'expérience client. Il faut que ce soit extrêmement simple et intuitif pour le collaborateur et pour autant extrêmement sécurisé et bordé de l'autre côté pour garantir la gestion des données, la sécurisation des données, la justesse de l'interprétation de ces données quand elles communiquent avec d'autres systèmes. Mais la vision utilisateur, c'est le point de départ. On ne fait pas du digital pour le bâtiment, on fait du digital pour l'occupant. Pour compléter, il y a une notion qui est importante, c'est immeuble monolocataire versus immeuble multilocataire. Pourquoi je dis ça? C'est que pour accompagner des grands comptes ou des foncières qui vont être plutôt sur une approche de plusieurs locataires dans un bâtiment, je dirais que le travail souvent le plus efficace, il est avec le monolocataire, c'est-à-dire que le grand compte, parce qu'il connaît son utilisateur
Et quand ils vont travailler sur le sujet du digital et d'avoir la bonne notion de service et comment le travailler, il y a toujours des ateliers avec des workshops et des choses comme ça, avec même des ambassadeurs utilisateurs. Quand on est sur un multilocataire, on va vouloir se dire c'est quoi la population quand on ne la connaît pas, si l'immeuble va être loué à plusieurs, ou s'il est en partie loué mais l'autre partie pas loué. Et là, il va faire sur une projection. Et la projection, des fois, la foncière dit moi je veux tout, mais à un moment donné, c'est attention, l'outil qui fait tout, il fait rien, entre guillemets. Donc c'est toujours le danger. Et il y a plein de startups que je rencontre qui font des très beaux outils, hein, mais la seule chose, c'est qu'à un moment donné, ils veulent proposer trop de choses sans se mettre à la place de l'utilisateur et de vivre cette expérience-là. Et on voit que le plus problématique, il est sur le multi. Et je trouve que le travail qui est fait chez les monolocataires est plutôt efficace quand on voit les campus, en plus qui sont grands, parce qu'il y a aussi cette notion-là. Hein. Quand vous êtes sur un immeuble qui est tout petit, c'est bien, mais quand vous êtes un très grand campus ou une très grande tour, le digital va amener aussi des réponses sur certaines problématiques de l'utilisateur. La géolocalisation, c'est où je vais, parce qu'on ne connaît pas tous les étages par cœur ou tous les services. Enfin, il faut amener des fonctionnalités qui vont pouvoir répondre aussi dans cette notion de dimension, des fois, qui est assez grande. Donc, voilà. À titre d'information, en moyenne, un utilisateur de smartphone a 75 applications sur son téléphone, mais n'en utilise que 13. Donc ça va aussi dans le sens de ce qu'on dit, effectivement, attention à la multiplication des applications, digitaliser les services, oui, mais jusqu'où? Cyril, vous me disiez notamment qu'il fallait partir effectivement du besoin de l'usager. Oui, ce que j'aime bien, moi, c'est la notion, de toute façon, le salarié est feignant par nature, enfin l'humain est feignant par nature, donc si on lui propose trop de choses, à un moment donné, il va en avoir marre, il va aller à la simplicité, il va utiliser ce qu'il utilise le plus. Et puis pour avoir aussi des jeunes générations, on voit aussi qu'ils ont un fonctionnement digital qui n'est pas le même que ma génération, donc on voit aussi des changements d'usage dans l'outil. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre le bon service. Enfin, c'est comme c'est du marketing, hein, le bon service au bon endroit et autres. Et je parle souvent d'omnicanal, il y a le service physique, mais il y a aussi le digital. Et donc, il y a des choses qui seront faites d'un point de vue physique, puis d'autres qui amèneront une réponse d'un point de vue digital. Mais il faut partir du besoin utilisateur. Des choses simples, je vais donner un exemple, souvent qui est la restauration. Quand je mettais un menu disponible en ligne, le salarié l'a une fois, puis après il n'y allait plus, parce que quel est l'intérêt d'aller voir le menu? Je descends, je vois la prestation, je mange avec les yeux, donc je vais d'abord descendre en bas. Donc par contre, si on y met des fonctionnalités sur la restauration, du type je fais une commande en ligne parce que je suis très pressé, il faut que je commence une formule restauration rapide, je le fais avec mon smartphone, je sais qu'à telle heure il est disponible, là je vais gagner en efficacité, je vais être content, donc je vais utiliser le service restauration. Donc où je veux charger mon badge parce que j'ai pas envie de faire une file d'attente en bas pour charger mon badge, on va voir que ces fonctionnalités vont amener une réponse à l'utilisateur. Donc c'est important quand on va designer, on va dire, cette fameuse plateforme digitale, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui va être vraiment utile pour l'utilisateur et qu'est-ce qui ne va pas être utile? Parce que si on met des choses pour que ça ne serve pas, ça ne sert à rien de perdre du temps, entre guillemets. Au-delà de ça, il y a un aspect aussi technique. Dominique, c'est vous qui m'en parliez. Quand on met en place, quand on développe ces applications, il faut qu'elles puissent se connecter avec les prestataires. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours le cas. Les prestataires ne sont pas toujours équipés. Oui, c'est vrai parce que le service et le digital sur le service passe beaucoup par des startups qui n'ont pas forcément la maturité ou les moyens d'avoir des applications ou des API qui permettent... Alors, ne me posez pas de questions informatiques, hein, je répète bêtement ce que j'ai entendu. Je trouve ça extrêmement compliqué, mais j'ai un service informatique fantastique pour ça. Donc, ces API, donc ces passerelles, ces systèmes de passerelles qui permettent à des applications de communiquer entre elles de façon à ce qu'on fasse, alors là, tenez-vous bien, une application sans couture, c'est-à-dire vous rentrez dans l'application du bâtiment et vous ne vous apercevez pas que finalement derrière, il y a 10, 15, 20 ou 30 prestataires, vous avez des fonctionnalités. Et derrière ces fonctionnalités, on rejoint des applications ou des sites ou des systèmes qui appartiennent aux prestataires qui font le job dans la tour ou qui ont mis à disposition un système d'exploitation. Je pense à la réservation des salles de réunion, il n'y a pas forcément de prestataires. Pour autant, on a bien un système d'exploitation de réservation. Et comme tu l'as dit, Cyril, sur la restauration, alors quand tu as 5 restaurations, c'est quand même sympa d'avoir le menu, hein, parce que tu as envie de savoir où est-ce que tu préfères aller déjeuner ce midi. Mais bon, l'intérêt, c'est d'avoir effectivement une passerelle qui soit simple pour que le collaborateur il rentre dans l'application de la tour, en ce qui me concerne. Je vais vous parler de ça, c'est ce que je connais le mieux, et non pas dans l'application de Elior ou Sodexo. Et il va dans la restauration de la tour. C'est important quand on est monolocataire, c'est encore plus important quand on est plusieurs locataires sur la tour. Parce que là, pour le coup, les foncières, elles ont intérêt à délivrer un service qui leur est propre et qu'elles vendent à leurs locataires et non pas le service de plusieurs prestataires. Donc nos prestataires, quand on les choisit, quand on fait des appels d'offres, c'est un savant mélange entre je recherche de l'innovation, autrement dit, je vais chercher de la start-up
il va falloir que je l'accompagne pour créer ces passerelles et donc que j'investisse avec elle financièrement pour la création de ces passerelles qui vont faciliter l'intégration du service dans mon application. Et puis d'autres sociétés qui sont beaucoup plus matures et qui ont déjà développé ces API ou des systèmes dits de SSO. Ça veut dire une non-obligation de se réauthentifier à chaque fois. Certaines refusent par ailleurs de mettre une application sans SSO. Certaines refusent de mettre à disposition leurs API. Enfin, voilà, c'est vraiment des discussions. Donc, quand vous êtes dans un projet et que ça fait partie de votre stratégie, vous avez quand même tout intérêt à l'inscrire dans votre cahier des charges pour qu'il n'y ait pas de discussion a posteriori avec votre prestataire au moment où vous passez sur la partie digitale, qui n'est pas forcément celle qui est le plus négociée par les acheteurs. Voilà. Et pour autant, c'est un des critères de choix, en tout cas en ce qui me concerne aujourd'hui, c'est un des critères de choix de mes prestataires. Oui, pour rebondir aussi avec les premières conférences, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de prestataires qui n'ont pas non plus poussé la solution digitale ou amené une réponse. Et le risque de demain, c'est que si on est très exigeant, c'est qu'on perde des prestataires. C'est ce qu'on disait sur la partie FM. Hein. C'est qu'il y a des FMeurs qui ne pourront plus répondre parce qu'ils n'ont pas la solution. Donc le client se doit aussi d'être en co-création avec ces acteurs-là et donc travailler avec eux parce que sinon, il y a une demande assez forte, je dirais, de boîtes humaines en face de prestataires. Et boîtes humaines ne veut pas dire qu'ils ont tous les moyens pour développer aussi du digital. Donc ça veut dire que si on ne les accompagne pas, certains qui vont correspondre à des clients, ils sont, entre guillemets, bientôt ils vont finir, ils vont déposer le bilan. Donc on voit l'enjeu important. Hein. Les startups, notamment moi qui travaille avec elles, c'est pareil, ils ont un vrai souci. Et pas seulement, alors les startups ils ont un souci financier, après je pense que toutes les entreprises ont aussi un souci du besoin du client. C'est compliqué pour eux de développer des applications digitales avec les coûts que ça représente, sans être certain que ça va répondre à une demande sur le marché. Sur le multitechnique, Cyril, tu as parfaitement raison, et en tout cas sur le contrat multitechnique mis en place sur ma tour, je vais co-construire une gestion dite de BIM exploitation, donc à partir de cette fameuse maquette numérique, parce que mon prestataire ne sait pas le faire, ne l'a jamais fait, mais a envie de le faire. Si personne ne l'accompagne pour mettre en place cette nouvelle façon de travailler à partir de cette maquette, demain, il sera sur le marché totalement inexistant parce que seuls ceux qui auront réussi à le faire pourront prétendre accompagner les smart buildings, puisqu'on parle de ça. Donc oui, et c'est vrai sur les startups pour des raisons financières, mais c'est aussi vrai sur des très grands groupes qui attendent de leurs clients ou de certains de leurs clients de créer des pilotes, des POC, puisque c'est voilà, le mot à la mode, pour co-construire, vraiment faire un partenariat pour apprendre ensemble et co-construire des solutions. Ça a aussi un intérêt pour le client, hein, financièrement, on partage les coûts, donc c'est super intéressant. Il y a aussi la partie, effectivement, on en parlait, BIM exploitation domotique, qui peut être intégrée à ces applications. Ça demande d'être pensé en amont, savoir si la GTB sera ouverte ou non. Vous parlez effectivement de l'expérience utilisateur du Digital Workplace au moment du déménagement d'une entreprise. Saint-Gobain va emménager bientôt dans sa tour. Les exemples qu'on a d'applications d'entreprises qui sont sorties, c'est des exemples d'entreprises qui effectivement ont emménagé dans un nouveau bâtiment. On part d'une feuille blanche, c'est l'idéal, mais qu'en est-il des bâtiments existants? Est-ce qu'il est possible de faire un Digital Workplace efficace dans des bâtiments existants? Ça dépend du bâtiment, ça dépend des systèmes qui sont déjà en place. S'il n'y a rien dans le bâtiment, on peut en faire un. Ça sera long, ce sera extrêmement coûteux. Donc efficace, je ne suis pas sûre, parce qu'au moment où vous aurez terminé de construire votre système d'information, il sera révolu. Il faudra recommencer parce que de nouvelles technologies seront arrivées, de nouveaux capteurs, de nouvelles façons de penser. On ne cherchera plus à connaître forcément les mêmes informations. L'intérêt aussi du digital, c'est qu'on va très vite avec les informations. C'est-à-dire qu'on est en capacité d'intégrer et de faire parler des données entre elles à l'instant T pour répondre à une problématique du moment. La problématique du jour, ce n'est pas celle du mois dernier et ce ne sera peut-être pas celle du mois prochain. Le digital permet ça aussi. Hein. On va beaucoup plus vite quand on est interrogé par nos boards respectifs sur des questions extrêmement pratiques. Est-ce que je dois ajouter des salles de réunion? Est-ce que je peux encore augmenter la concentration des postes de travail sur le site? Est-ce que en restauration, si je mets 300 personnes de plus dans la tour, est-ce que je passe, etc. Il n'y a que le digital qui est capable, à l'instant T, de nous donner cette information. La deuxième solution, c'est de prendre vos applications,
d'embaucher 3 personnes qui relisent des listings de données, essayent de les croiser sans se tromper et vous restaure une information 3 mois plus tard, le board il est passé à autre chose. Entre-temps, il vous a traité d'incompétent. Donc, voilà. Donc, le digital, c'est aussi cette capacité à aller beaucoup plus vite, à répondre aux sollicitations des directions aujourd'hui, parce que la recherche d'optimisation financière, évidemment, c'est l'objectif final, mais ça passe par plein de recherches d'optimisation. Elle est permanente, et bien plus présente qu'il y a encore 10-20 ans. Donc, sur les anciens bâtiments, pour répondre à votre question initiale, oui, c'est faisable, mais c'est quand même difficilement faisable et très, très coûteux. Donc, je ne suis pas sûre qu'en plus, les entreprises qui soient dans ces vieux bâtiments aient envie d'ouvrir une discussion de digitalisation des vieux bâtiments plutôt qu'une réflexion de changement de bâtiment. Oui, alors, j'aimerais juste, oui, pardon, dans la vision du prestataire, du fournisseur, je voulais faire déjà un parallèle avec un autre domaine qui est le monde du déplacement professionnel, qui a mis en place ces super applis donc pour intégrer l'avion, le train de manière transparente dans la politique de dépenses de peut-être Saint-Gobain ou d'autres clients. Donc ça, c'est une réalité. Donc évidemment, nous, en tant que prestataires, nous, Pénélope, on serait évidemment ravis de pouvoir s'interfacer sur ce type d'application et de remonter la donnée qu'on collecte au niveau de l'accueil en centrale pour que derrière, elle soit pilotée intelligemment en temps réel au niveau de nos interlocuteurs. Maintenant, il y a une réalité sur laquelle je dois insister, hein, c'est que, et de nouveau, c'est sans passion, hein, c'est qu'en soutenance, le critère du prix est un critère qui est prédominant. Je fais une généralité. Et donc, évidemment, nous permettre d'investir sur ces solutions innovantes est très complexe lorsqu'on est sur des situations où le prix porte plus de 60 ou 70% du critère. Je force le trait. Hein, mais c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Par contre, je pense qu'on peut réussir à décorréler, et c'est tout l'intérêt du prestataire et nous, DET, quand on est en soutenance avec vous et avec les directions achats, c'est de décorréler le prix de la prestation humaine que vous délivrez, de la prestation et de l'environnement technique que vous mettez et qui, pour moi, est un supplément. Vous êtes tout à fait capable, Pénélope, d'assurer une prestation d'accueil sans digitalisation. Donc là-dessus, vous pouvez vous battre. Vous pouvez vous battre sur le prix au même titre que vous le faisiez il y a 10 ans. Et pour moi, le segment outil qui se met en plus, ce n'est que mon avis, n'est pas à intégrer dans le coût de la prestation, parce que si vous faites ça, effectivement, vous serez derrière le plus malin qui aura réussi à séparer les coûts. Et puis, vous allez afficher un coût horaire qui est complètement dément par rapport aux standards de la profession. Donc oui, aujourd'hui, il n'y a pas... Alors, les acheteurs, je n'ouvrirai pas le débat là-dessus aujourd'hui, mais au niveau des DET, on est parfaitement conscient qu'il y a un coût de prestation et un coût d'outil. Donc on est capable de le faire. La rédaction du cahier des charges, si elle n'est pas orientée dans ce sens, au moment où vous faites une réponse, vous pouvez, à mon humble avis, séparer les variables. Mais... Alors, de nouveau, hein, si j'interviens sur ce débat, c'est aussi pour faire peut-être évoluer certaines situations, mais bien souvent, en définitive, quand ça repasse, et sans passion, hein, c'est juste pour retranscrire des réalités, quand on repasse au niveau des achats, tous ces sujets s'estompent, même si on veut essayer de les séparer. Hein, mais j'espère que les choses évolueront. Je voulais juste insister sur ce point, qui est une réalité que l'on vit évidemment tous les jours. Et maintenant, l'intégration, et de nouveau dans la vision du prestataire, l'intégration sur ce type de super application, ne peut que nous convenir. Évidemment, ce n'est pas une volonté de ne pas le faire. Pour revenir sur l'immeuble existant versus l'immeuble moderne en création et autres, pour travailler sur les deux sujets, je dirais que là où on est le plus pénalisé, c'est sur l'infrastructure. Et je rejoins, parce que moi qui travaille sur du BIM exploitation aussi, déjà, le BIM exploitation coûte plus cher, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Moi qui ai travaillé les sujets, ça coûte plus cher parce que déjà la maquette n'est pas toujours à jour quand elle est livrée. Et puis après, c'est qu'est-ce que j'en fais de la maquette? La maquette, voilà, c'est bien d'avoir une maquette, mais comment je fais vivre tous les outils qui vont être autour. Après, l'existant, je dirais, sur l'infrastructure, c'est compliqué, ça coûte très cher si on veut commencer à digitaliser toute la partie infrastructure. Par contre, l'offre de services aux utilisateurs, on peut quand même amener une réponse sur la partie usage digital, voire même transformer l'accueil et amener des solutions, parce que je pense qu'il y a des immeubles, des fois, qui ont 2 accueils, et se dire peut-être que je vais concentrer un accueil en amenant plus de services hospitality, puis le deuxième, je vais plutôt mettre à ce moment-là la fameuse borne qui va amener une réponse parce qu'il y aura moins de flux. Donc, je pense qu'on peut amener, sans exploser les coûts,
une solution, une réponse, mais qui sera plus efficace et plus optimale que sur un immeuble où on va commencer à se dire j'arrive, je déménage et je commence à redévelopper plein de choses, parce que là, l'infrastructure, tout permettra d'être plus efficace et facile pour l'utilisateur de développer plein de choses. Donc il va être plus sélectif et bien savoir qu'est-ce que je vais mettre en place pour l'utilisateur en termes de services et de plateformes digitales. Donc c'est plus de choix, mais je pense qu'on peut quand même amener des réponses, mais qui seront partielles par rapport à un immeuble moderne qui sera beaucoup plus, on va dire, performant de base. Donc, Et sur l'immeuble moderne, par exemple, l'ambition, in fine, c'est quoi? C'est de devenir comme Amazon ou Netflix et d'être capable de personnaliser le service en fonction des préférences et des habitudes des collaborateurs dont on aura pu récolter assez de données? Alors moi qui travaille avec les coworkers, donc, du premier qui était Blue Office jusqu'à Spaces, ce qui est intéressant, c'est qu'eux ont changé l'usage et clairement, ils ont compris que le poste de travail en tant que tel, fermé, n'existait plus, que le collaborateur il bouge dans son immeuble avec des besoins différents. Donc il faut qu'il ait des espaces différents. Donc, mais quand on se projette, quand on regarde les études, demain l'immeuble, parce qu'avec le télétravail et tout ça, les gens seront peut-être plus forcément... Ils viendront dans l'immeuble, pas pour travailler, mais peut-être pour se retrouver et échanger, donc parce qu'ils seront ailleurs. Donc on voit bien que tout ça est en train d'évoluer dans l'approche. Donc aujourd'hui, à l'instant T, on parle plus de flex office. Donc, mais demain, c'est l'immeuble de rencontre et d'échange pour garder ce côté ADN de l'entreprise, plus que pour travailler pur et dur. Donc il y a une évolution qui est en train d'arriver et les coworkers l'ont compris, ils sont en train de transformer. La preuve, c'est que les coworkers doivent même faire du FM, il y en a certains, en se disant j'amène une réponse, donnez-moi les clés, c'est moi qui gère votre bâtiment, qui m'occupe de tous les services. Donc ça paraît joli en façade, quand pour travailler avec les coworkers, des fois ils ne sont pas aussi performants dans la réponse technique et servicielle. C'est qu'il y a le côté strass et paillettes, mais il n'y a pas toujours l'efficace entendu par l'entreprise. Donc oui, l'objectif, c'est bien sûr d'apporter du service. Je pense qu'on a déjà, enfin en tout cas chez Saint-Gobain et avec cette tour, on a déjà l'ambition de dépasser le fait d'apporter du service. On souhaite anticiper. C'est-à-dire qu'on aimerait à terme que le collaborateur n'ait plus à demander. Alors il ne s'agit pas de personnaliser type Amazon le service, mais il s'agit bien de piloter le bâtiment et d'animer les prestataires avec suffisamment d'informations pour que le collaborateur ne se pose plus de questions. C'est-à-dire que si je sais que sur un restaurant, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, j'ai une affluence qui est 3 fois supérieure aux autres, pouvoir faire intervenir le prestataire lui-même pour réguler et non pas attendre que le collaborateur se rende compte que finalement, il y a un des restaurants qui est totalement saturé. Donc on est plus aujourd'hui dans la recherche d'anticipation pour apporter du confort plutôt que dans la sollicitation directe du collaborateur avec des données personnalisées. Parce qu'en plus, il a le droit de changer d'avis. Surtout qu'on voit qu'il n'est pas forcément très coopératif. Alors effectivement, il y a des solutions qui séduisent, qui peuvent le satisfaire, mais il est aussi quand même relativement inquiet. Une des craintes des collaborateurs, c'est notamment de perdre le contrôle de leurs données personnelles. Alors qu'en parallèle, dans la vie privée, on se rend compte qu'on consent beaucoup plus facilement à donner un certain nombre de données. Dans la sphère professionnelle, c'est plus compliqué, il y a une certaine méfiance. Comment on explique ce décalage ? C'est peut-être le côté employeur, non ? La peur du patron, le fait que finalement mon manager, mon patron, mon équipe me connaissent au-delà de ce que j'ai envie de donner comme information ou de ce que j'ai envie de démontrer. Le fait de ne pas pouvoir avoir la liberté, enfin une liberté aussi réelle que celle que l'entreprise affiche. Quand on parle de flex office et qu'on dit à un collaborateur que finalement aujourd'hui il organise sa journée de travail, s'il a envie d'aller faire du vélo à la salle de sport à 10h, c'est son problème. Mais s'il a envie de rester bosser à 20h, voilà. Donc il organise son temps. Pour autant, on pourrait peut-être faire un sondage sur les managers et savoir qui serait ravi de savoir que son équipe est à la salle de sport à 10h du matin. Je ne suis pas certaine que... Alors sur le papier, tout le monde est d'accord. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. Et c'est tellement plus compliqué que le collaborateur le sait et il ne veut pas. Donc c'est la même chose sur la gestion de la donnée. C'est cette crainte que cette donnée ne soit pas utilisée pour lui apporter du service, mais finalement pour lui apporter une pression supplémentaire ou des remarques dont il n'a pas envie. La dernière application en date sur le repérage dans le bâtiment, c'est quand même la géolocalisation. On dit, c'est formidable, avec une application Meet Me, alors ça c'est génial, comme ça tu sais où je suis, si tu as envie de venir me voir, c'est quand même super friendly. Moi je trouve pas en fait. Je suis pas sûre d'avoir envie que chacun sache à l'instant T où je me trouve dans le bâtiment.
Donc il y a plein d'applications aussi qui sur le papier sont séduisantes parce que on se dit finalement c'est extrêmement pratique. Mais est-ce que le collaborateur a envie de ça? Est-ce que vraiment, quand il est dans sa sphère professionnelle, il a envie de déconnecter à ce point les frontières entre sa vie privée et sa vie professionnelle? Personnellement, j'en suis pas sûre, mais en tout cas, le débat est ouvert. Alors moi, je dirais qu'il y a quand même une porosité entre la vie privée et la vie professionnelle, parce qu'on le voit dans l'usage. Alors je parle des nouvelles générations. Hein. On voit qu'ils mélangent vite dans la journée, ils traitent les deux. Donc ils mélangent vie privée et professionnelle. Par contre, et là où je rejoins Dominique, je pense qu'il y a toujours la peur du jugement. Donc typiquement, moi, je vous rappelle, on voulait développer des bars à sieste. C'était bien, les bars à sieste, mais personne ne l'utilisait parce qu'on se dit il va faire la sieste. C'est un feignant, entre guillemets. Il y a une image qui est donnée. Or, la réalité, c'est qu'on sait que 15 minutes après le repas permet de se ressourcer, d'être plus actif. Mais ça veut dire qu'il faut le traiter différemment. C'est plus un sas de décompression. Il y a de l'accompagnement pour ne pas appeler ça bar à sieste. C'est pareil pour les données. Je pense qu'ils n'ont pas envie de donner toutes leurs données parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir aussi une vision, que l'entreprise ait une vision sur ce qu'ils font. Et je suis d'accord sur la géolocalisation. Si c'est pour retrouver Bébert au sport et autres, à un moment donné, il y a le jugement qui va être là. Donc, oui, il y a la peur du flicage qui revient. Il y a la peur du flicage. Même s'ils savent, je pense, faire la part des choses entre vie privée et professionnelle, ils savent faire les deux dans la journée parce que je les vois faire. Hein. Ils sont en train de regarder à la fois les réseaux sociaux, en même temps ils bossent, ils sont très forts. Mais bon, ils sont efficaces à la fin. Hein, donc ouais, je pense qu'il y a quand même cette peur-là. Donc donner trop de données perso risque d'avoir un risque de jugement ou autre chose. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas tout demander, même sur une plateforme digitale. On le voit dans les paramètres qu'on demande. Il y a un minimum de données pour pouvoir répondre à la fonctionnalité et aux besoins, mais on ne va pas très au-delà, on va dire. Est-ce que c'est pas un frein finalement du coup au digital workplace et cette ambition de pouvoir avoir ces informations pour personnaliser les services? C'est un frein si on reste buté sur le fait que c'est ça ou rien. À partir du moment où on a pris conscience que le collaborateur n'a pas envie de donner ses données ou partiellement donner ses données, ça veut dire que nous, on doit développer des solutions pratiques qui ne l'obligent pas à donner de la donnée et pour autant à obtenir le résultat. Sur un exemple très concret de géolocalisation pour faire une demande d'intervention, soit vous mettez un QR code sur le lieu, soit vous le faites géolocaliser le collaborateur. Au résultat, ça fonctionne de la même manière, ce n'est pas la même méthode. Ce qui est sûr, c'est que le collaborateur, on va dire, c'est pas lui qui va remplir toute sa donnée privée. Par contre, demain, avec le prédictif, on saura deviner ce que fait la personne. Je prends l'exemple de la restauration. Il adore manger des pâtisseries parce qu'il en mange tous les jours. La donnée, il l'aura parce que c'est le système d'encaissement qui vous donne la donnée. On sait que c'est un tel qui mange une pâtisserie. Donc peut-être que demain, on lui dira tiens, tu as un tarif préférentiel parce que c'est la semaine de la pâtisserie, ou on a un partenariat avec Pierre Hermé et donc tu peux avoir 20% chez Pierre Hermé. Donc ça veut dire que c'est l'analyse, on va dire, de ça sans forcément en protégeant la personne parce que lui, il le saura parce qu'il recevra à un moment donné un push mail. Mais s'il a autorisé, c'est toujours pareil, c'est qu'il a le droit d'autoriser à un moment donné. Il faudra toujours que ça soit chez lui, l'autorisation. Un dernier point que j'aimerais voir avec vous trois. Depuis ce matin, on parle de digitalisation de l'environnement de travail, très bien. Mais finalement, est-ce qu'à force de vouloir tout digitaliser, l'humain aura toujours sa place dans cet écosystème numérique? Alors, je connais déjà un peu vos réponses, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, je l'ai dit en guise d'introduction, mais évidemment... Alors, la notion de figital est à prendre en compte, mais dans notre cas de figure, évidemment, c'est le digital au service de l'humain et non pas l'inverse, évidemment. Et de nouveau, de par notre métier, certains ont essayé. Hein. Pépère le robot pourrait remplacer nos hôtesses d'accueil, mais ça serait très compliqué. Le sourire est moins sympa. Ça serait très compliqué. Moi, il y a une notion que j'aime bien, c'est la notion d'omnicanal. Et typiquement, là, il y a un dernier immeuble, on a développé un vrai lobby d'hôtel avec du service autour, dont des salles de cours de sport. Vous pouvez réserver la salle de cours par la plateforme, parce qu'il y a une plateforme qui permet de réserver. Mais on voit que, comme on a développé un hospitality manager et pas qu'un accueil dans le hall, les résidents, ils aiment bien aller la voir pour réserver le cours. Donc ils aiment bien cette notion de contact parce qu'en même temps, ça lui permet de partager un mot parce que l'hospitality est très agréable. Et puis peut-être qu'elle pose aussi des questions. Elle dit tiens, j'aimerais voir tel cours parce qu'elle peut faire évoluer les cours. C'est comme si à la plateforme n'amènera pas de réponse sur l'évolution de cours ou de besoins utilisateurs. Donc ce contact humain,
il est important aussi dans l'échange pour faire évoluer aussi une prestation de service. Donc, il y a la plateforme, ils peuvent réserver, mais à un moment donné, l'échange ou le contact humain va amener un plus et donc un bien-être pour le collaborateur. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, pareil, je peux commander ma restauration rapide, mais je suis content quand on me la donne, qu'il y ait le sourire et qu'il y ait, avec le ticket, je me suis bien occupé de vous. Le petit mot est quand même important dans la journée du collaborateur. C'est plutôt rassurant, vous me direz. Oui, je pense que c'est parfaitement complémentaire. L'un sans l'autre, pour le coup, la prestation humaine sans le digital aujourd'hui, on paraîtrait totalement dépassé. Et du digital sans l'humain, ça serait pour le coup complètement dépersonnalisé. Les entreprises disent qu'on ne peut pas mettre en place plus de 2 jours de télétravail par semaine pour le collaborateur parce qu'il ne faut pas le sortir de son milieu social. Mais le mettre 3 jours par semaine en entreprise où il ne voit personne, il ne parle à personne avec son téléphone portable, je pense qu'il est encore mieux chez lui avec ses voisins. Donc ce côté sociabilisation me semble important. On pourrait d'ailleurs interroger un sociologue sur le sujet. D'isolement en fait aussi. Le risque d'isolement et de dépersonnalisation. Alors, en flex office, vous n'avez plus votre bureau, vous n'avez plus le droit de mettre la photo du petit dernier, du chaton ou je ne sais quoi sur le bureau. La plante verte est proscrite parce que si on arrose trop, ça tombe dans le plancher technique, ça fait disjoncter. Ok, donc très bien. Et c'est de plus en plus compliqué parce que finalement, on n'a plus sa place. Au sens personnel, c'est difficile en fait de retrouver sa place dans l'entreprise. Donc si en plus on met une couche de digital et que du digital en supprimant complètement le service humain, on est isolé. Et effectivement, je vais essayer. Ça ne sert à rien d'ailleurs que je cherche à retrouver Carole avec MicMe, puisqu'il suffit finalement que je décroche le téléphone et puis je vais lui parler. Ne nous voyons plus, on va gagner beaucoup de temps en fait. Puis vous voyez, cette conférence-là, demain, elle sera sur un écran, on sera derrière notre poste de travail en train de travailler, on aura gagné 2 heures de transport et c'est génial, mais on ne se parle plus. C'est-à-dire que ce temps d'échange, les questions que vous allez pouvoir avoir ou ce temps d'échange qu'on peut faire après cette conférence ou d'ailleurs beaucoup plus tard, ça n'existe plus. Vous me disiez, il me semble que ça avait déplacé l'échange. On n'était plus sur des échanges techniques, mais plutôt sur des échanges effectivement de services plus humains. Et notamment via la création d'un desk d'accueil chez Saint-Gobain pour avoir ce côté effectivement échange et ressenti. Je réfléchis à ce qu'on s'est dit. Oui, alors effectivement, moi pour la première fois, j'imite finalement, j'ai rien inventé, j'imite l'IT qui souvent a un desk d'accueil pour les interventions de premier niveau. J'ai pas réussi à démarrer mon PC, j'ai oublié mon téléphone. Mon logiciel ne répond pas, j'arrive pas à faire la mise à jour. Enfin, j'ai oublié mon mot de passe, excusez-moi, le numéro 1. Et du coup, on peut aussi leur poser la question de dire, mais finalement, vous avez mis en place plein de tutoriels. Pourquoi est-ce que vous continuez à avoir un desk d'accueil avec 4 ou 5 personnes qui sont là en permanence ? Parce que ça va d'abord beaucoup plus vite, parce que moi, le tutoriel, je ne le comprends pas, ça m'agace. J'ai pas envie de le lire. Et par contre, j'ai envie d'échanger et j'ai envie qu'on prenne conscience de mon existence, de ma singularité et de mon besoin par rapport à un outil. Et donc de la même manière, dans la Tour Saint-Gobain, en fait, j'ouvre un desk environnement de travail, ce que finalement, en tout cas moi, je n'ai jamais fait ailleurs, parce que je veux recréer du lien avec mes occupants. Alors oui, j'ai tout digitalisé, les demandes d'intervention, l'accueil, la restauration, la salle de sport, tout ce que vous voulez, vous n'êtes plus obligé de me parler, mais finalement... que fait mon équipe, qui sait que mon équipe existe, et au-delà du collaborateur et du besoin de ce collaborateur de communiquer, moi j'ai aussi une équipe de 30 personnes qui a juste besoin de sentir qu'ils sont reconnus et qu'ils existent. Le danger, c'est aussi que toutes ces personnes de back-office aient le sentiment de ne plus servir à rien et de potentiellement pouvoir être remplacées demain par du digital. Or, on sait tous que si on n'a pas le bon technicien pour piloter la solution digitale, un jour ou l'autre, ça finit par dysfonctionner. Merci à vous trois. On arrive à la fin de cette table ronde. On a éventuellement 5 petites minutes s'il y a des questions dans la salle. Oui. Bonjour. Merci pour cet échange. J'avais une question. On parle beaucoup des attentes des collaborateurs. On a des grandes idées reçues sur les générations, ce qu'elles veulent, etc. Quel dispositif existe aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour collecter justement les attentes des collaborateurs? Alors, moi, je peux répondre parce que nous, on fait du design de service et une des premières choses, c'est de faire... c'est-à-dire que c'est bien d'avoir un groupe projet, etc. Mais si on n'a pas les attentes utilisateurs, c'est compliqué. Donc, on utilise des baromètres,
des enquêtes, des outils, on va dire, qui nous permettent de balayer un certain nombre de sujets et donc d'avoir la matière et d'avoir la vision population, etc. Et donc de pouvoir voir ce qui sont les grandes tendances, on va dire, du besoin de demain. C'est-à-dire qu'on leur demande la vision d'aujourd'hui et de demain et quelles sont les attentes, ce qui permet de calibrer. Et après, il y a des ateliers, souvent avec des ambassadeurs, qui sont faits dans le cadre de travail qui permettent d'affiner tout ça. Je suis d'accord, on s'oblige en fait à intégrer dans tous les groupes de réflexion des collaborateurs qui ne sont pas forcément issus soit de l'IT, soit de l'environnement de travail. Donc vraiment du collaborateur, du client classique finalement pour nous DET. Dans nos groupes de travail, on a été jusqu'à les appeler collaborateurs 2.0 sur le projet Saint-Gobain, ça les valorise un petit peu, ils sont contents. Et en fonction des différents sujets, ils s'inscrivent sur ces groupes de travail et ils nous font remonter des besoins mais des attentes. Et ça, c'est essentiellement du one-shot lors de déménagement, ou est-ce que vous avez prévu des dispositifs après pour continuer, en fait, faire de l'amélioration continue, continuer à recevoir les... Alors, c'est très personnel. Sur la tour, moi, j'ai prévu d'animer un groupe de travail que j'ai appelé Innovation, où les collaborateurs pourront s'inscrire de façon récurrente ou de façon ponctuelle par rapport au sujet, où une fois par mois, pendant une demi-journée, on passera en revue tout ce qui existe et toutes les améliorations possibles sur ce qui existe, mais aussi pour tout ce qui existe sur le marché, qu'on n'a pas forcément encore intégré dans la tour. On pourra sélectionner soit des applications, soit des services, soit des matériels qu'on testera dans une zone qui a été prévue pour ça, avant de décider tous ensemble si oui ou non on le porte devant le board pour le généraliser dans la tour. Pour répondre aussi sur votre sujet, quand je parle de baromètre, c'est que le baromètre, le but, c'est de le faire chaque année. Donc il y a des immeubles, nous, qu'on suit, après avoir imaginé le service, etc., mis en place les prestations, on va le suivre derrière. Et le baromètre se fait une fois par an auprès de l'ensemble des utilisateurs de la tour, qui permettent de voir aussi l'évolution, la satisfaction des services, leurs nouveaux besoins, parce que chaque année qui passe, vraiment les nouvelles générations, aujourd'hui, c'est bien de leur amener une réponse, mais ce n'est pas elles qui sont le plus présentes dans l'immeuble. Elles seront dans 5 à 10 ans très présentes en poids dans l'entreprise. Donc si on fait tout pour eux aujourd'hui, on va oublier celles qui sont dans les autres générations et qui, elles, vont être un peu énervées. Donc le but, c'est de voir aussi comment ça évolue. Et quand on fait ça, moi j'ai vu qu'il y avait des grandes tendances liées à la santé qui sortent fortement dans ces nouvelles générations avec des attentes demain qui vont même jusqu'au bilan social, etc. Donc on voit que tous ces baromètres nous donnent quand même de la matière. Donc après, je fais ou je ne fais pas, mais au moins j'ai déjà des éléments de besoin. Bonjour, merci pour vos ressentis sur cette conférence. Je voulais juste revenir sur la data. On est tous d'accord en tant que FMeur ou en tant que coworker que la digitalisation des espaces de travail est un moyen finalement qui nous permet facilement de communiquer quelque part, puisque ça nous permet de savoir plus facilement où se situe le restaurant, où je peux retrouver Julie dans les étages, etc. etc. Maintenant, effectivement, tout à l'heure, vous disiez que les datas peuvent être... Enfin, il n'y a pas vraiment de limite sur de quelle manière elles peuvent être utilisées par l'employeur, et que donc c'est la raison pour laquelle certains utilisateurs finaux sont réticents à utiliser ce genre d'application pour pouvoir justement vivre l'expérience dans le bâtiment. Moi, je voudrais comprendre où se situe finalement un peu le point de patinage entre ceux qui sont sans limite de data personnelle, sans frein à donner leur data pour vivre l'expérience, et ceux qui justement ne souhaitent pas du tout les donner. De quelle manière, en tant que prestataire de services dans un immeuble, on peut jouer entre ces deux problématiques-là, parce que c'est extrêmement compliqué finalement, et c'est aussi très flou, parce qu'on ne sait pas quelles sont les limites d'exploitation de ces datas par l'employeur, ou bien même par le prestataire de service, ou encore le client final. Alors, pour reprendre votre question, très longue question, la data, ce n'est pas un moyen de communiquer pour moi. La data, c'est une information, et uniquement une information. Si je ne sais pas capter ces informations, les traiter et mettre en place un système pour les faire communiquer entre elles, alors je ne communique rien à personne. Et c'est d'ailleurs un de nos problèmes aujourd'hui, c'est qu'avec la multiplication de ces applications, on est à la tête d'une foultitude de données, et globalement, on ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas comment les organiser, on ne sait pas comment les traiter, et on ne sait pas encore quelle information on peut en retirer. Ça, c'est le premier point. Ensuite, la différence entre un collaborateur qui est prêt à tenter l'expérience et un collaborateur qui ne l'est pas,
pour moi, le point, c'est la confiance. C'est dans quelle mesure je suis capable de faire confiance à mon employeur ou au groupe de travail pour qu'il utilise correctement ces données. Et ça, on ne pourra jamais le rendre factuel. Donc j'ai confiance, j'ai pas confiance. Mais de la même manière, vous savez, moi, quand je vois mon téléphone qui me dit qu'il va me falloir 11 minutes pour rejoindre mon prochain rendez-vous alors que je ne lui ai rien demandé, ça m'inquiète. Et je ne suis pas pour autant dans l'entreprise ou avec mon employeur. Ou alors c'est lui qui me surveille et qui est en train de me dire que je vais être en retard. C'est possible, mais ça serait pire. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, cette surveillance de données, on la connaît. Enfin, on a suffisamment d'émissions sur le reportage des informations qui sont données rien que par les cartes bancaires. Moi, mon banquier, il sait tout de ma vie. Ou alors, il faudrait que je paye tout en espèces, et d'ailleurs, certains le font. Donc, quelle différence entre un collaborateur qui donne sa donnée et celui qui ne la donne pas? C'est la même que le collaborateur qui va sortir 1 000 € de cash dans le mois pour payer ses achats et celui qui va tout payer en carte bleue. C'est la confiance, c'est de toute façon, il y a dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise tellement de systèmes aujourd'hui qui nous permettent, ou qui permettent à des tiers de savoir exactement ce que l'on fait et ce que l'on va faire, enfin d'anticiper sur ce que l'on va faire, que soit on se laisse porter, soit on le refuse complètement et on est déconnecté. Bon, alors après, dans l'entreprise, il y a quand même, heureusement, un peu d'éthique, un peu de déontologie qui fait que l'entreprise s'engage, au travers de ces systèmes et de sa DSI, à ne pas utiliser de façon malveillante des données qui sont en sa possession. Alors techniquement, c'est possible, tout est possible, c'est de l'IT, donc tout est possible. Après, il y a une question d'éthique d'entreprise. Vous imaginez que si un collaborateur était sanctionné par rapport à une action qui aurait été révélée par l'utilisation de ces données, si ça se produit dans l'entreprise, imaginez le cataclysme dans toute l'entreprise, parce que c'est terminé. Plus personne n'utilise rien. Donc, il y a un moment, je pense que l'employeur, il n'a pas forcément intérêt à utiliser les données n'importe comment. Alors, ça peut être beaucoup plus vicieux que ça, hein, je suis d'accord avec vous. Mais je ne suis pas convaincue qu'il ait vraiment intérêt à terme à utiliser ce genre de méthode. Et par ailleurs, avec le développement du digital, je pense qu'on va aussi assister malheureusement à un certain nombre de sujets sur les contraintes qui pèsent sur les collaborateurs qui font que le collaborateur va utiliser cette notion de données personnelles contre son employeur le jour où il peut lui arriver quelque chose. Donc forcément, je pense aux prud'hommes, je pense aux avocats qui déjà aujourd'hui disent mais comment votre employeur a su ça et à quel moment vous avez donné vos données, etc. Donc ça peut se retourner contre l'employeur assez rapidement. Donc, je ne suis pas persuadée qu'il ait intérêt à faire n'importe quoi avec les données. Par contre, il y a un autre sujet qu'on n'a pas évoqué. Je suis désolée, j'ai encore 30 secondes, mais c'est important parce que ça vous concerne également. Le sujet, c'est aussi à qui appartient cette donnée. À qui appartient la donnée que Pénélope va mettre à la disposition de son client et à qui appartient la donnée une fois que moi, client, je l'aurai transformée pour en sortir une autre information. Ça, c'est un vrai sujet. Juridiquement, c'est assez complexe à gérer. Et du coup, qui est responsable du prestataire ou du client si la donnée sort ou est maltraitée? C'est pour ça que j'ai aussi, moi, des prestataires dans la tour qui me disent non, nous, on ne veut pas intégrer notre solution digitale à la solution de la tour. Parce qu'on veut être maître de nos données. Si votre système est piraté, on en a parlé tout à l'heure, on ne veut surtout pas que ça rentre chez nous, parce que forcément, c'est sympa une API, hein, mais ça veut dire que si moi je suis piraté, Pénélope est piratée. Faut quand même avoir sacrément confiance dans son client, au risque de mettre son business un peu sur le dos. Donc il y a un vrai sujet quand même aussi de qu'est-ce que je fais de cette donnée, comment je la traite, où est-ce que je mets des limites, est-ce que la passerelle elle est sans limite, ou est-ce que je mets des pare-feux à plein d'endroits, est-ce que finalement je segmente ces informations et comment je les traite. Juste j'ai répondu à votre question. Pour répondre, mais très synthétiquement, je dirais que le collaborateur, en vrai, il n'a pas peur d'utiliser la plateforme d'un point de vue privé parce qu'il sait que si ces données vont être utilisées, l'entreprise sera très mal. Parce que normalement, l'entreprise n'a pas le droit d'exploiter ces données-là, même si elle sait qu'il a passé 2 heures dans la salle de sieste, qu'est-ce qu'elle peut y faire? Elle n'a pas le droit de l'utiliser. Par contre, il y a quelque chose qui peut énerver beaucoup plus le collaborateur, c'est si la plateforme est mal faite et qu'elle ne marche pas et qu'il y a des bugs. Là, je pense que là, vous allez avoir un vrai inconfort de l'utilisateur. Et c'est plus ça qui va le pénaliser, qui va l'énerver, que la donnée en tant que personnelle. Il sait très bien que l'entreprise n'a pas le droit de l'utiliser. Donc, et l'entreprise n'a pas le droit de l'utiliser
à titre personnel pour l'attaquer. Après, elle a je suis d'accord avec vous, elle a toute la base. Elle peut suivre, mais elle ne peut pas l'exploiter pour. Il faut le faire de manière très informelle et pas de manière formelle. Merci à vous trois en tout cas. Merci à tous les intervenants, à nos partenaires. On voit bien qu'on en est encore qu'aux prémices. Ces questions de propriété de données, de big data animeront encore nos débats pendant un certain temps. Ce qui est sûr, c'est que la data va être l'enjeu central dans le bureau de demain. Pour approfondir ces sujets, je vous invite à lire notre numéro spécial digital qui vous a été remis à l'entrée de cette conférence. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 14 novembre pour notre prochain lab, qui sera un lab consacré au Facility Management, où on rediscutera, à mon avis, de ces questions de données et de digital. Et pour poursuivre les échanges, je vous invite au cocktail qui se trouve juste derrière moi. Merci à tous.